Une milliardaire trouve un garçon noir sur la tombe de son fils et ce qui se passe ensuite est incroyable. Une rencontre inattendue au cimetière va changer la vie de Sophia Morgan pour toujours. La milliardaire qui a bâti un empire technologique est sur le point de découvrir un secret que son fils Thomas a emporté dans sa tombe. Un secret incarné par un petit garçon qui, sans le savoir, allait ébranler les structures de l'une des femmes les plus puissantes du monde et révéler que certains liens vont bien au-delà du sang et de l'argent. Sophia Morgan possédait tout ce que l'argent peut acheter. Des manoirs sur 3 continents, des jets privés, une collection de voitures rares et une fortune estimée à plusieurs milliards. Mais pendant 5 ans, depuis le tragique accident qui a coûté la vie à son fils unique Thomas, elle a vécu comme un fantôme à l'intérieur de son propre empire. Ses assistants la surnommaient « la reine des glaces ». Non pas à cause de sa froideur en affaires, mais à cause du vide émotionnel qu'elle dégageait. Chaque dimanche, à 9 h du matin, Sophia congédiait ses agents de sécurité et se rendait seule au cimetière de Pinheiro, dans la partie la plus calme et la plus boisée de la ville. C'était son rituel sacré, le seul moment où elle laissait ses larmes couler librement en déposant des tulipes blanches, les préférées de Thomas, sur le marbre froid qui marquait son absence. Ce matin d'automne, cependant, quelque chose est différent. Alors qu'elle s'approche de la tombe, Sophia aperçoit une petite silhouette assise devant la pierre tombale de son fils. Un garçon noir, âgé d'une dizaine d'années tout au plus, portant des vêtements simples et usés, parlait doucement à la photographie de Thomas, comme s'il le connaissait. Sophia s'est figée, son cœur s'est emballé dans sa poitrine. Le garçon ne s'aperçoit pas tout de suite de sa présence et poursuit son monologue. « Et le professeur a dit que je m'améliorais au piano. Je pense que tu serais fier. Qui êtes-vous » La voix de Sophia traversa l'air comme un rasoir, faisant sursauter le garçon d'effroi. « Qu'est-ce que tu fais sur la tombe de mon fils » Le garçon se leva rapidement, les yeux écarquillés par la peur et peut-être par quelque chose d'autre que Sophia ne pouvait pas identifier. Pendant un moment, ils restèrent là, à se regarder l'un l'autre, l'imposante milliardaire dans son manteau de cachemire et le petit garçon tremblant qui, d'une manière ou d'une autre, connaissait son fils décédé. « Je suis désolé, madame, balbutia-t-il en faisant quelques pas en arrière. Je voulais juste. Avant que Sophia ne puisse réagir, le garçon s'enfuit en courant, disparaissant entre les arbres qui entourent le cimetière. Il n'a laissé derrière lui qu'un petit dessin coloré représentant 2 personnages souriants, un grand et un petit, sous un ciel bleu. Cette nuit-là fut l'une des pires depuis l'enterrement de Thomas. Sophia n'arrive pas à dormir, tourmentée par l'image du petit garçon et la question qui lui trotte dans la tête. Quel est le lien entre cet enfant et son fils? Le lendemain matin, déterminée à trouver des réponses, Sophia convoque Eleanor Chen, la meilleure enquêtrice privée du pays, à laquelle elle a déjà fait appel pour diverses affaires d'entreprise. « Je veux que vous trouviez un garçon », ordonne Sophia, d'une voix aussi ferme que l'acier. Noir, âgé d'une dizaine d'années. Il était sur la tombe de mon fils hier. Trouvez qui il est, où il vit et, surtout, ce qu'il a à voir avec Thomas. Si cette histoire inattendue vous intrigue et que vous souhaitez découvrir quel mystère relie la milliardaire Sophia à ce mystérieux garçon, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun détail de ce surprenant voyage. Eleanor Chen travaillait avec l'efficacité tranquille du nombre. En 3 jours seulement, elle est revenue au bureau de Sophia avec un dossier dans les mains. Le visage de l'enquêtrice était grave lorsqu'elle s'assit en face de la milliardaire. « J'ai trouvé le garçon », dit Eleanor en ouvrant le dossier. « Il s'appelle Marcus. Marcus Taylor. Il a 9 ans et vit avec sa mère, Amara Taylor, à Riverbank Heights. » Sophia fronce les sourcils. Riverbank Heights était connu pour être l'un des quartiers les plus pauvres de la ville, un contraste presque direct avec le luxueux Penthouse où elle vivait. « Quel est son lien avec Thomas ?» demande Sophia, les mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil en cuir. Eleanor hésite un instant. D'après ce que j'ai appris, Amara Taylor travaillait comme pianiste à l'orchestre philharmonique de la ville. C'est là que Thomas l'a rencontré il y a une dizaine d'années, lors d'un événement caritatif que sa fondation parrainait. « Mon fils n'a jamais parlé d'Amara, » dit Sophia, les yeux plissés. « Ils ont eu une relation pendant près d'1 an, » poursuit Eleanor. « Assez discrète, semble-t-il. Elle s'est terminée peu avant l'accident. » Sophia sentit l'air s'échapper de ses poumons. « Vous insinuez que ce garçon… » « La chronologie correspond, » confirme doucement Eleanor. « Marcus est né 8 mois après la mort de Thomas. Et ce n'est pas tout. » Elle fait glisser une photo sur la table. C'est Marcus qui sourit. Regardez le sourire. Les yeux. Le cœur de Sophia s'est arrêté un instant. Malgré la différence de couleur de peau, le sourire du garçon était identique à celui de Thomas. Les mêmes yeux expressifs, la même forme de visage. C'était comme si elle revoyait son fils, reflété dans cet enfant. « Pourquoi n'est-elle jamais venue me voir ?» murmura Sophia,
la voix tremblante. D'après mes sources, elle a essayé. 3 fois. Vos assistants l'ont empêché de vous parler, pensant que c'était juste quelqu'un d'autre qui voulait de l'argent. La colère monta dans la gorge de Sophia comme de la bile. Combien de barrières avait-elle érigées autour d'elle après la mort de Thomas? Combien de personnes avait-elle écartées, déléguant tout à des assistants et à des avocats? Le lendemain, Sophia se rendit en voiture à Riverbank Heights. Le contraste entre sa Mercedes-Benz et les immeubles défraîchis est saisissant. Elle s'est garée devant un bâtiment en briques rouges à la peinture écaillée et a regardé de l'autre côté de la rue l'aire de jeux communautaires très fréquenté. C'est alors qu'elle l'a vu. Marcus était assis seul sur une balançoire, concentré sur un livre. Même de loin, Sophia pouvait voir des traces de Thomas en lui. La façon dont il fronçait les sourcils en lisant, la façon dont il balançait légèrement une jambe. Une femme d'une beauté sereine s'approcha de lui. Amara, supposa Sophia. Elle avait de longues dreadlocks attachées en un chignon haut et des mains de pianiste, longues et élégantes. Marcus leva les yeux et sourit à sa mère, et Sophia sentit son cœur se serrer. Les jambes tremblantes, elle sortit de la voiture et traversa la route. Alors qu'elle s'approchait de la cour de récréation, Amara leva les yeux et se figea, la reconnaissant instantanément. « Madame Morgan », dit Amara, d'une voix douce mais ferme. « Vous saviez qui j'étais », observe Sophia, tout en gardant ses distances. « Votre visage apparaît dans les magazines », répond simplement Amara. Puis, se tournant vers son fils, « Marcus, pourquoi n'irais-tu pas jouer un peu avec tes amis ?» Marcus regarde Sophia avec méfiance, la reconnaissant clairement du cimetière. À contre-cœur, il s'éloigne vers les autres enfants. « Pourquoi était-il sur la tombe de mon fils ?» demanda Sophia, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Parce que Thomas est son père », répondit directement Amara. « Et parce que je crois que chaque enfant mérite de connaître ses racines, même si ce n'est qu'en se rendant sur une tombe. » Le monde de Sophia sembla tourner. C'était une chose de soupçonner, une autre d'entendre la confirmation. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» La voix de Sophia tremble. « C'est mon petit-fils. » Les yeux d'Amara brillaient d'un mélange de tristesse et de défi. « J'ai essayé. 3 fois. Vos assistants m'ont traité comme une opportuniste. Puis j'ai compris que c'était peut-être mieux ainsi. Que gagnerait Marcus à avoir une grand-mère qui ne sait même pas qu'il existe? Et vous, que feriez-vous? Nous jeter de l'argent à la figure et penser que vous avez joué votre rôle? » Chaque mot était un coup de poignard dans la poitrine de Sophia. Le pire, c'est qu'Amara avait raison. Avant la mort de Thomas, Sophia aurait probablement agi exactement comme ça. « Est-ce qu'il sait pour moi ?» demanda Sophia, sa voix étant presque un murmure. « Il sait que tu as une grand-mère. » Amara soupire, mais je ne voulais pas créer d'attente. Nous ne nous sommes donc jamais rapprochés. Jusqu'au jour où il a trouvé une vieille photo de Thomas dans la boîte où je garde mes souvenirs. Après cela, il a commencé à poser des questions et a décidé qu'il voulait rencontrer son père, ne serait-ce qu'en visitant l'endroit où il repose. Sophia regarde le garçon de l'autre côté de la cour de récréation. Son petit-fils. Le sang de son sang. Le dernier lien vivant avec Thomas. « Que attends-tu de moi maintenant ?» demanda Amara, croisant les bras sur la défensive. « Je veux. » Sophia hésita, réalisant qu'elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait. Mais elle savait ce que Thomas aurait voulu. « Je veux apprendre à le connaître. Je veux faire partie de sa vie, si vous me le permettez. » Amara observa Sophia pendant un long moment, ses yeux perçants comme si elle essayait de voir au-delà de la façade de la milliardaire. Finalement, elle acquiesça. « Marcus » appela Amara, d'une voix délicate mais ferme. « Viens ici, s'il te plaît. » Le garçon s'approcha avec hésitation, jetant un regard suspicieux à Sophia. Lorsqu'il arriva aux côtés de sa mère, Amara posa ses mains sur ses épaules. « Marcus, voici Sophia Morgan. C'est la mère de ton père. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent, fixés sur Sophia avec une intensité qui la fit frémir. C'était le même regard interrogateur que celui de Thomas lorsqu'il était enfant. « Es-tu ma grand-mère » demanda-t-il, d'une voix petite mais claire. Sophia sentit sa gorge se serrer. Le mot « grand-mère » résonnait à ses oreilles comme une révélation. « Oui » réussit-elle à dire. « Je suis ta grand-mère. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir avant ?» La question directe et innocente frappe Sophia comme un coup de poing. « Je ne savais pas que tu existais » répondit-elle honnêtement, se sentant honteuse pour la première fois depuis des décennies. « Ton père ne m'a jamais parlé de toi. » « Il ne le savait pas non plus » dit doucement Amara. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé, Marcus ? Papa est parti au ciel avant de savoir que tu allais venir. »
Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit d'une ambulance qui passait dans la rue toute proche. Sophia regarda le bâtiment délabré, le terrain de jeu avec ses équipements rouillés, les vêtements simples mais propres de Marcus. Une vague de culpabilité l'envahit. « J'aimerais faire plus ample connaissance avec votre petit-fils », dit Sophia en regardant Amara. « Peut-être pourrions-nous déjeuner ensemble ?» Ce qui a commencé comme un déjeuner tendu dans un restaurant familial s'est transformé en visite régulière au cours des semaines suivantes. Sophia a découvert que Marcus était extraordinairement intelligent et doué pour le piano, tout comme sa mère. Il a hérité non seulement du sourire de Thomas, mais aussi de son intérêt pour les sciences et de sa générosité discrète. Pendant cette période, Sophia a également appris à mieux connaître Amara. Cette femme exerçait 3 métiers différents. Elle donnait des leçons de piano, jouait lors d'événements et faisait de la transcription musicale. Tout cela pour s'assurer que Marcus avait le meilleur de ce qu'elle pouvait offrir. Un après-midi, alors que Marcus montre ses dessins à Sophia, celle-ci lui fait une proposition qui va tout changer. « J'aimerais participer à son éducation », dit Sophia à Amara lorsqu'elle se retrouve seule. La meilleure école, des cours de musique, tout ce dont il a besoin. Amara se raidit visiblement. « Nous n'avons pas besoin de votre charité, Madame Morgan. »« Ce n'est pas de la charité, » a répondu Sophia avec fermeté. « C'est une responsabilité. C'est ce que Thomas aurait fait. »« Thomas est mort, » dit Amara, la voix tremblante d'émotion contenue. « Et où étiez-vous depuis 9 ans ? Marcus a porté des vêtements d'occasion et fréquenté des écoles publiques pendant que vous viviez dans votre tour d'ivoire. » Le silence qui s'ensuivit fut tranchant. Sophia ressentait chaque mot comme un coup de poignard, d'autant plus qu'il s'agissait de vérités indéniables. « Tu as raison, » finit par admettre Sophia. « J'ai échoué. Avec Thomas, avec toi, avec Marcus. Je ne peux rien faire pour changer le passé. Mais je peux essayer de faire mieux maintenant. » Cette confrontation a établi un nouveau niveau d'honnêteté entre elles. Après bien des réticences, Amara accepte que Sophia crée un fonds d'éducation pour Marcus, à condition qu'elle continue à prendre elle-même toutes les décisions concernant la vie de son fils. Tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce qu'un scandale éclate. Un tabloïd publie un article à sensation « Héritier secret. La milliardaire Sophia Morgan cache son petit-fils noir pendant 9 ans. » Sophia est furieuse. Quelqu'un de son équipe avait divulgué l'information, et maintenant les photographes entouraient l'immeuble d'Amara, suivaient Marcus à l'école, spéculaient sur la relation entre Thomas et Amara. L'exposition non désirée s'est transformée en cauchemar. Le coup le plus dur est venu du conseil d'administration de la société de Sophia. Lors d'une réunion d'urgence, le président Bernard Wells s'est dit préoccupé par l'image de la société. « Peut-être serait-il préférable que vous vous retiriez temporairement », a-t-il suggéré avec une fausse sympathie. Au moins jusqu'à ce que le scandale se calme. « Le scandale », répète Sophia, la voix tranchante comme un diamant. « Mon petit-fils n'est pas un scandale, Bernard. » Sophia, sois raisonnable, insiste un autre membre du conseil d'administration. Les actions ont baissé de 12% depuis hier. Les investisseurs sont nerveux. C'est à ce moment-là que Sophia a réalisé à quel point le monde de l'entreprise était toxique. Les mêmes personnes qui l'avaient adoré pendant des années la traitaient désormais comme un problème à résoudre. Tout cela parce que son petit-fils ne correspondait pas à l'image parfaitement contrôlée qu'il voulait projeter. Lorsque Sophia arriva à l'appartement d'Amara ce soir-là, elle la trouva en train d'emballer ses affaires avec des mouvements frénétiques, sous le regard médusé de Marcus. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Sophia, alarmée. « Nous ne pouvons plus rester ici », répond Amara, les larmes aux yeux. « Les journalistes nous suivent partout. À l'école, une mère a dit qu'elle ne voulait pas que son enfant soit assis à côté du mien. Ce n'est pas la vie, Sophia. Où allez-vous ? Loin d'ici. Peut-être chez ma tante à l'Acéside. Peut-être même plus loin. » C'est à ce moment-là que Marcus, qui était resté silencieux, a enfin pris la parole. « Est-ce ma faute si grand-mère va perdre son entreprise ?» Le cœur de Sophia se brise. Elle s'est agenouillée devant le garçon, tenant ses petites mains. « Non, Marcus. Rien de tout cela n'est de ta faute. Et l'entreprise ?» Elle marqua une pause, une clarté soudaine s'emparant de son esprit. Certaines choses sont bien plus importantes que n'importe quelle entreprise. Ce soir-là, Sophia prit la décision la plus importante de sa vie. Le lendemain matin, Sophia organise une conférence de presse. Les journalistes, avides de nouveaux scandales, remplissent l'auditorium de Morgan Technology. Lorsque Sophia est montée sur scène, elle n'était pas seule. Amara et Marcus étaient à ses côtés. « Il y a 9 ans, j'ai perdu mon fils Thomas dans un accident tragique », a commencé Sophia, sa voix claire et ferme résonnant dans les micros. « Je pensais avoir tout perdu.
Je me suis enterré dans mon travail. J'ai construit des murs autour de moi et je suis devenu la personne froide que vous connaissez tous. Elle marque une pause, regardant directement les caméras. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que j'avais tort. Je n'ai pas tout perdu. Thomas m'a laissé le cadeau le plus précieux que je puisse imaginer. Elle pose la main sur l'épaule de Marcus. Mon petit-fils. Les flashs des appareils photo se déclenchent frénétiquement. Je suis ici aujourd'hui pour clarifier certaines choses. Premièrement, je ne savais pas que Marcus existait jusqu'à récemment. Deuxièmement, ce n'est pas un scandale, c'est un miracle. Et troisièmement, sa voix s'est durcie. Toute personne ou organisation qui traite mon petit-fils comme un problème à gérer n'a pas sa place dans mon cercle personnel ou professionnel. Sur ce, Sophia annonce sa démission du poste de PDG de Morgan Technology, ne conservant que son rôle d'actionnaire majoritaire. La salle s'est mise à poser des questions, mais elle les a ignorées, entraînant Amara et Marcus hors de la scène. Plus tard, dans son appartement terrasse, Sophia fait une proposition qui la surprend elle-même. « Viens vivre avec moi », dit-elle à Amara. Cet endroit est trop grand pour une seule personne, et Marcus aurait de la place pour jouer, étudier, s'entraîner au piano. Amara hésite. « Sophia, j'apprécie l'offre, mais je ne veux pas que Marcus grandisse dans une bulle de privilèges sans comprendre la valeur du travail. » Sophia acquiesce, réalisant pour la première fois la véritable signification de la sagesse maternelle. « Et si, suggéra-t-elle au bout d'un moment, nous trouvions un terrain d'entente ? Pas ici, pas à Riverbank. Un nouveau départ pour nous tous. » C'est ainsi que, 3 mois plus tard, Sophia, Amara et Marcus ont emménagé dans une maison spacieuse mais confortable à la périphérie de la ville. Une maison avec un grand jardin, un piano à queue dans le salon et des photos de Thomas partout. Ni trop luxueuse, ni trop modeste, elle est parfaite. Amara continue à donner des cours de piano et finit par ouvrir sa propre école de musique avec le soutien de Sophia, qui apprend à respecter l'indépendance de sa belle-fille qu'elle n'a jamais officiellement rencontrée. Marcus s'est épanoui grâce à l'équilibre qu'il a trouvé. Il a eu accès à l'éducation de qualité que Sophia tenait à lui offrir, mais il a aussi appris les valeurs d'humilité et d'effort auprès d'Amara. Et, surtout, il avait une famille, différente, inattendue, mais authentique. 1 an après cette première rencontre au cimetière, ils se rendent tous les 3 sur la tombe de Thomas. Marcus a placé un nouveau dessin sur le marbre. Une famille de 3 personnes souriantes sous un ciel bleu. « Je pense que papa serait heureux de voir que nous sommes ensemble maintenant », dit Marcus, d'une voix faible mais sûre. Sophia sentit des larmes lui monter aux yeux, mais pour la première fois depuis des années, ce n'étaient pas des larmes de douleur. « Je suis sûr que tu le ferais, mon amour. » « Tu sais, » commenta Amara alors qu'elle retraversait le cimetière, « Thomas a toujours dit que tu étais la personne la plus forte qu'il connaissait. Il serait fier de te voir maintenant. » Sophia regarda Marcus, qui courait à quelques pas devant elle, s'arrêtant de temps en temps pour observer les papillons ou ramasser des feuilles intéressantes. « Je n'ai jamais été vraiment forte jusqu'à ce que je vous rencontre tous les deux, » admit-elle. « J'ai confondu le pouvoir avec la force, la richesse avec le bonheur. La richesse avec le bonheur. Et maintenant ?» demanda doucement Amara. « Maintenant, je sais que le véritable héritage de Thomas n'est pas dans les milliards que j'ai amassés ou dans la société que j'ai bâtie. Il est ici. » Elle désigna Marcus. « Et dans tout ce qu'il m'a appris sur l'amour sans condition, sur la famille et sur le recommencement. » Cette nuit-là, pendant que Marcus dormait, Sophia s'est assise sur le balcon, observant les étoiles avec un nouveau sentiment de paix. L'empire qu'elle avait bâti pendant des décennies semblait insignifiant comparé au petit monde qu'elle partageait désormais avec Amara et Marcus. Le chemin n'a pas été facile. Il y avait eu les critiques de la presse, les rumeurs vicieuses et même quelques amitiés perdues. Mais pour la première fois, Sophia avait le sentiment de vivre une vie authentique. Non pas celle que lui dictait son argent et son statut, mais celle que son cœur avait choisie. Marcus lui avait donné un nouveau but, une seconde chance de faire les bonnes choses. Et elle était déterminée à ne pas la gâcher. Il ne s'agissait pas seulement d'offrir le monde à Marcus, mais aussi d'apprendre à voir le monde à travers ses yeux, avec gratitude, curiosité et joie. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires de ce genre. Après tout, les histoires les plus puissantes sont celles qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur, abattre les murs et découvrir que la vraie richesse réside dans les liens que nous tissons avec ceux que nous aimons.